Achat massif de Bitcoin et d'Ether ces derniers jours. Je vais vous parler des sociétés qui continuent d'acheter du Bitcoin. On va aussi parler d'un nouvel ETF altcoin aux États-Unis, du Nasdaq qui fait un partenariat avec une société crypto. On va parler aussi de Hyperliquid, du pétrole, des marchés de prédiction et de Zcash d'ailleurs. Une plutôt bonne nouvelle pour Zcash. Bref, j'ai plein de choses à vous raconter. Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Au niveau du cours des crypto-monnaies, on a un BTC à 69 000 $, plus 2%. Ethereum 2020 $, plus 3,67%. Hyperliquid en hausse. Je vous en parle dans un instant. Et on passe tout de suite du coup aux diverses actualités. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a pu le voir, hein, le prix du pétrole a pas mal augmenté ces derniers jours. D'ailleurs, ce week-end, on a vu une augmentation très importante sur Hyperliquid, parce que bien que les marchés étaient fermés sur Hyperliquid, on peut trader 24 heures sur 24 sur le prix du pétrole et plein d'autres actifs. Grâce d'ailleurs à la nouvelle fonctionnalité HIP3 qui a été rajoutée dernièrement sur Hyperliquid, qui permet ce type de choses. Il y a eu d'ailleurs un nombre de liquidations très important de personnes qui shortaient en fait le pétrole et qui se sont fait liquider. En fait, il y a eu un record de 40 millions de dollars de liquidation. C'est la journée où il y a eu le plus de liquidation sur un actif qui n'est pas le BTC ou l'Ether. Donc vraiment, c'est significatif pour Hyperliquid et ça montre en fait leur vision d'ailleurs de s'ouvrir à autre chose que les crypto-monnaies qui est en train de fonctionner. Les gens, avec cette guerre, se sont tournés très fréquemment vers Hyperliquid pour trader ce type d'actifs à des horaires non cotés habituellement. Et donc je pense que ça c'est une bonne chose pour Hyperliquid et ce qui fait qu'Hyperliquid est en plus forte hausse que le reste du marché, selon moi. D'ailleurs, si on voit cette carte, on voit Hyperliquid, enfin la map de Coin360, on voit Hyperliquid plus 7%, j'ai une news sur le sujet. On voit Zcash aussi en hausse, j'ai une news tout à l'heure sur le sujet. Mais vraiment Hyperliquid très, très optimiste pour le futur de ce projet. Ensuite, d'ailleurs, je vous rappelle, il y a 25 € offerts sur Bitvavo, l'exchange partner de la chaîne. Ils ont du jeton Hype, si vous voulez en acheter, le jeton d'Hyperliquid. Ils ont rajouté l'optionnalité dernièrement Convert qui vous permet de switcher d'une crypto-monnaie à une autre sans passer par l'euro. Donc, ça vous évite la flat tax, etc. Donc, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. Il y a 25 € offerts. Vous avez toutes les informations plus bas sur comment en profiter. Ensuite, il y a eu un peu de panique aussi ces derniers jours autour de BlackRock. Le marché du crédit privé qui commence à poser problème. Il y a eu beaucoup d'argent prêté, de l'argent qui arrive, un manque de liquidité, on va dire, et du coup BlackRock a limité les retraits sur ce fonds-là. Il y a des gens qui s'inquiètent d'un risque de contagion en fait à d'autres choses, aux cryptos, à des personnes qui seraient sur ce type de marché qui se mettraient en fait à retirer petit à petit leurs autres actifs risqués. Donc voilà, il y a une petite inquiétude autour de tout ça. Et d'ailleurs, dans la finance décentralisée aussi, on voit de plus en plus de rendements très attractifs avec des crédits privés. Et c'est quelque chose, moi, que je suis resté loin de ce système parce qu'en fait, au final, pour moi, on fait de la DeFi, c'est pour s'éloigner d'une certaine manière de la finance classique. Et le marché des crédits privés, il y a une sorte d'opacité assez importante. Et pour moi, c'est pas l'esprit de la finance décentralisée. La finance centralisée, c'est de voir exactement comment ça se passe, d'où vient le rendement, qui a de l'argent où, quel collatéral est utilisé. Le marché des crédits privés, pour moi, c'est assez opaque, donc je n'aime pas du tout ce type de choses. Et d'ailleurs, je présente pas ce type de choses dans mon accompagnement personnalisé où j'accompagne des personnes qui ont justement un capital crypto qui peut le faire fructifier grâce à la DeFi. C'est quelque chose que je ne fais pas. Mais sachez qu'il y a des options intéressantes, notamment avec les RWA et de plus en plus de choses autour de tout ça. Ensuite, on va parler de Bitmain. Bitmain, la société qui achète de l'Ether, continue d'acheter de l'Ether, plus 60 000 tokens en une semaine. 60 000 jetons, ça représente en fait à peu près 120 millions de dollars achetés. Ils ont désormais 3,116% de toute la supply d'Ethereum en route vers les 5%. Prix moyen d'achat un peu en dessous des 2000 $, donc au prix actuel. Mais surtout, regardez Stratégie. Ce que vient de faire Stratégie, c'est assez énorme. 1,28 milliard de dollars de BTC achetés en une semaine. Bref, c'est juste énorme. Près de 18 000 bitcoins. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont quasiment le même pourcentage que Bitmain a d'Ether. Ils ont 3,4% de toute la supply de Bitcoin. Je pense que ce pourcentage, ça sera quelque chose d'encore plus énorme. Dans le temps, les gens se diront, mais c'est incroyable qu'une seule société a réussi à capter
3%, 4% d'un actif qui vaut enfin bref, une quantité astronomique d'argent. Je pense vraiment que ça sera quelque chose qui est déjà rentré dans l'histoire de la crypto, mais qui rentrera dans l'histoire parmi les meilleurs trades de l'histoire, quoi, je pense. Parce que c'est une quantité énorme. On parle de 40, 50, 60 milliards de dollars positionnés sur un actif extrêmement risqué d'une certaine manière. Mais d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, ça sera intéressant de voir le résultat de tout ça. Même si bien sûr, il y a des choses que Stratégie fait que je n'aime pas. Je vous l'ai dit, leur offre avec des jetons là, STRC avec des dividendes autour de 10% qu'ils augmentent petit à petit pour stabiliser le prix du jeton, c'est des choses dont je suis pas fan. Mais la direction principale de l'investissement, être bullish sur Bitcoin pour une longue durée, ça oui, je valide totalement. Ensuite, une news assez hallucinante que je viens de voir. Ça nous vient de Flow. Est-ce que vous connaissez Flow? C'est la blockchain de Dapper Labs, vous savez, la blockchain des NFT, NBA Top Shot, etc. Ils ont eu un piratage en décembre, il me semble que je vous en avais parlé, un souci où on pouvait générer des jetons Flow, et bref, c'est un souci très très important. Et en fait, il y a des exchanges en Corée du Sud qui ont annoncé qu'ils allaient retirer Flow de leur blockchain, de leur exchange. Donc, on parle notamment de Upbeat, Bithumb, CoinOne. Ils ont annoncé qu'ils allaient retirer cette blockchain à partir du 16 mars. Donc bon, il n'y a rien de choquant dans tout ça. C'est des exchanges qui ont le droit de choisir de délister ou non certaines cryptos, et notamment, vu l'aspect sécurité, ils peuvent se dire, bah oui, il y a des risques de sécurité. Je pense qu'il y a des exchanges qui ont potentiellement, enfin, qui ont perdu de l'argent ou qui étaient à risque pour perdre de l'argent parce qu'il y avait clairement un souci. Il y a eu un rollback et un certain nombre de choses qui ont été faites. Donc, ils ont décidé de retirer tout ça, mais Flow, la fondation Flow, vient de faire une demande à la justice pour bloquer ces exchanges, pour les empêcher de retirer le jeton Flow. J'ai juste jamais vu ça. Pour moi, c'est une décision privée. Mais bon, encore une fois, j'ai pas les détails de cet ordre du justificatif donné. Ils ont dit oui, mais il y a sur plein d'autres exchanges, c'est encore listé. Mais c'est pas une raison, c'est des exchanges privés qui ont le droit de délister les cryptos de leur choix. Enfin bon, voilà, j'ai juste halluciné quand j'ai vu cette news. La semaine dernière, je vous ai parlé d'un partenariat entre la maison mère du Nasdaq, ICE, et OKX. Cette fois, on a un partenariat, là, je vous ai dit, pardon, la maison mère du New York Stock Exchange et OKX. Cette fois, on a un partenariat entre le Nasdaq et Kraken. Donc pareil, sur les mêmes sujets, autour de la tokenisation des actions et l'intégration de tout ça dans la DeFi. Kraken, ils ont leur propre blockchain, ils ont la blockchain Inc. Ils ont aussi leur projet, les Kraken X-Stocks, le projet qu'ils ont racheté aussi d'actions tokenisées qui est déployé au sein de la finance centralisée. Donc c'est vraiment intéressant de voir les plus grandes bourses mondiales qui sont en train de s'intégrer aux cryptos, qui sont en train de s'intégrer aux blockchains et aux blockchains publiques. Pour moi, en tout cas, Kraken, plutôt, si ça se fait, ça se fera sur la blockchain Inc. ou sur les réseaux dans lesquels ils ont déjà déployé le X-Stock. Donc je pense à du Solana, je pense du Ethereum aussi, ils avaient annoncé X-Stock, ça allait arriver sur Ethereum. Donc c'est des choses qui vont se faire pour moi sur des blockchains publiques, et je trouve ça extrêmement intéressant de voir autant de déploiement, d'intégration des plus grandes institutions financières avec les cryptos, avec la DeFi, avec la tokenisation. Bref, je trouve que c'est une excellente nouvelle, et j'espère que ça va vraiment arriver. Ils parlent de 2027 pour un lancement effectif des choses et des actions tokenisées, mais bon, 2027 c'est dans moins d'un an. Donc bon, on va voir. Ensuite, on a le premier ETF Polkadot qui a été lancé aux États-Unis. C'est 21 Shares qui l'a lancé. Vraiment, c'était ce qui était prévu avec une multiplication des ETF à partir de la fin d'année dernière, et c'est ce qu'on est en train de voir, et tant mieux pour Polkadot. Maintenant, bien sûr, il faut attirer des millions. Tous les ETF altcoins qui se lancent aux États-Unis ne marchent pas, on va dire, n'attirent pas des centaines de millions de dollars, voire des milliards de dollars. Mais c'est une bonne chose d'avoir cet ETF 21 Shares. Ils sont spécialisés sur les ETP, on va dire crypto, dans le monde et dans l'Europe. Ça fait plusieurs années qu'ils ont ce type de produit. Et petit à petit, je pense qu'ils vont lancer quasiment tous les produits qu'ils ont déjà lancés en Europe, ils vont les lancer aux États-Unis, et ça va faire des news assez positives pour ces cryptos. Ensuite, on va revenir à la finance décentralisée. On a PancakeSwap qui a annoncé dernièrement une plateforme spécialisée sur les stablecoins. PancakeSwap, je rappelle, c'est l'exchange décentralisé le plus utilisé sur la BNB Chain. Ils ont publié tout ça, et Curve, qui est un exchange décentralisé historiquement spécialisé sur les stablecoins qui est allé ensuite au-delà, mais qui les accuse d'avoir copié leur code open source sans avoir la licence. Ils ont vu des bouts de code qui étaient exactement les mêmes, et d'ailleurs dans un bout de code il y a écrit quelle licence on doit appliquer pour ce code-là.
Enfin bon, du coup, c'est clair qu'ils ont copié le code. Et d'ailleurs, PancakeSwap, le compte Twitter de PancakeSwap, a répondu directement à Curve en leur disant: nous allons contacter des gens de votre équipe pour discuter ça, pour échanger autour de ça directement. Honnêtement, ça, c'est, on va dire, c'est assez inquiétant qu'ils aient pas fait de licence, qu'ils aient pas demandé de licence. Surtout, a priori, de ce que j'ai vu des échanges, c'était du code qui a été customisé aussi. Et Curve, c'est un code assez complexe en fait, où si vous faites les choses dans votre coin, il y a pas mal de risques de faire les choses mal, qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des piratages, qu'il y ait des choses. Donc, faut être vigilant sur tout ça. Moi, PancakeSwap, je suis jamais allé chercher de rendement sur PancakeSwap. La BNB Chain, je l'ai pas vraiment utilisé. Même à l'époque des memcoins, j'étais pas trop. Enfin, c'était pas les memcoins. À l'époque des shitcoins, j'étais pas trop sur cet écosystème. J'étais plus sur Ethereum. Et voilà, je recommande pas vraiment d'utiliser ce type de solution pour fournir de la liquidité pour les stablecoins, par exemple. Ensuite, on va parler de Kalshi et Polymarket, les deux plus grosses plateformes de marché de prédiction qui sont en train de lever des fonds à une valorisation de 20 milliards de dollars chacun. C'est assez incroyable ce qui se passe sur les marchés de prédiction. Je pense qu'on est quand même autour d'une bulle sur les marchés de prédiction. C'est des valorisations assez énormes, bien sûr, qui peuvent se justifier potentiellement s'il y a un jeton, s'il y a vraiment des revenus énormes qui sont générés, mais les marchés de prédiction, comment dire, j'ai du mal à voir ça atteindre le grand public sur l'aspect pari. Au final, ça reste du gambling d'une certaine manière, du pari en ligne, même si ça ne l'est pas officiellement. Mais voilà, ça reste sur cette niche-là. Donc sur cette niche-là, est-ce que ça peut générer autant d'argent? Peut-être. Moi, l'utilisation que j'en fais, et j'en suis très content, c'est plus pour avoir une analyse des événements qui vont arriver. Je vous donne des exemples. Si vous êtes fan de NBA, vous pouvez voir que sur Polymarket, il y a de 80% de chances que Wembanyama ait le titre de Defensive Player of the Year. C'est des choses, moi, qui m'intéressent, donc je suis ça et je suis cet événement. Donc le meilleur défenseur de la NBA. Ou par exemple, les Oscars, ça vous intéresse, dernièrement, vous pouvez voir qu'il y a un changement total au niveau de la probabilité que le meilleur acteur, ça soit Timothée Chalamet. Et en fait, c'est un autre acteur qui devrait remporter ça parce que voilà, il y a eu un changement au niveau des prédictions, au niveau des titres gagnés, etc. Et l'intelligence collective, au final, donne des informations assez justes sur les événements. Et ça, c'est extrêmement utile. Mais il n'y a pas besoin de payer Polymarket pour utiliser ça. Il n'y a pas besoin il y a pas de rentrée d'argent direct associée à ça. Ce qui fait gagner, c'est les gens qui parient réellement, les gens qui mettent de l'argent sur ces événements. Donc bon, je pense qu'il y a une petite bulle. En tout cas, c'est mon avis. De toute façon, voilà, il n'y a pas de jeton Polymarket, il n'y a pas de jeton Kalshi, donc vous pouvez pas en profiter directement. Il y a juste des airdrops potentiels et sur Polymarket, ça devrait arriver. Mais bon, je voulais m'en donner mon avis sur le sujet. Et pour finir, est-ce que vous vous rappelez du drama autour de Zcash avec l'équipe de développement de Zcash qui avait démissionné? Donc ça, c'était un événement assez important. Ils étaient en conflit avec la fondation. Et là, c'est bon, ils ont un nouveau nom, cette équipe. Ils ont monté une autre équipe, le Zcash Open Development Lab. Et ils viennent de lever 25 millions de dollars auprès d'investisseurs extrêmement connus. On retrouve Coinbase Venture, A16Z Crypto, les Winklevoss aussi, les Winklevoss Capital. On retrouve des investisseurs individuels très connus, Balaji, Hassib, David Friedberg du All In Podcast pour ceux qui connaissent. Donc vraiment des très très grands noms qui investissent 25 millions de dollars dans l'écosystème Zcash d'une certaine manière. Et c'est pour aussi... ils investissent cet argent, c'est qu'ils comptent gagner de l'argent avec ça. Et s'ils comptent gagner de l'argent avec ça, c'est probablement que l'équipe de Zcash va continuer de développer le wallet, va générer de l'argent et qu'ils vont tirer profit de tout ça. Parce qu'il n'y a pas d'airdrop ou autre chose qui va avoir lieu avec le jeton, avec Zcash. Le jeton existe déjà. Mais bon, je pense que c'est quand même un gage de confiance dans l'écosystème Zcash d'avoir autant d'investisseurs qui parient sur le développement de Zcash. Le narratif de Zcash est très intéressant autour de la privacy. C'est quelque chose qui a explosé sur le cours des derniers mois. Là, ça s'est un peu calmé, mais c'est très intéressant. Je pense que c'est un narratif sur le long terme au final. Zcash, la privacy, etc., on en parle depuis très longtemps. Monero, ça existe depuis très longtemps et on en parlera encore dans 10 ans, potentiellement même encore plus. Donc je comprends honnêtement le pari sur le long terme autour de la privacy. Je pense que ça va être de plus en plus intégré au blockchain aussi. À Ethereum, par exemple, ils ont toute une roadmap autour de la privacy. Bitcoin moins. Bitcoin, non, c'est pas d'actualité. Mais sur Ethereum, sur Solana aussi, j'ai vu des choses passer autour de ça. Donc, je pense que ça va continuer à se développer. Zcash est assez bien positionné sur le sujet. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.